Place aux choses sérieuses maintenant. Ralentir le rythme pour mieux manger, c'est le credo du mouvement Slow Food qui organise ce week-end son grand salon annuel. Ça s'appelle Eurogusto et ça se passe à Tours. Et si l'avenir, c'était le terroir? On en parle avec nos invités juste après le point en image. Il est signé François-Xavier Dupuy. À l'inverse du fast-food et ses plats engloutis en moins de 10 minutes, le slow food, comme son nom l'indique, met en valeur la lenteur. Mot d'ordre de la discipline, diversité et saisonnalité. Fini les fraises au mois de décembre et les tomates, c'est seulement en été. C'est le retour aux traditions culinaires. La table doit redevenir un plaisir. Une tendance venue d'Italie où certaines villes vont jusqu'à interdire la vente à emporter de toute nourriture venue d'ailleurs. En France, les fast-foods ont toujours la cote. 37% des repas pris hors domicile le sont dans la restauration rapide. Rien qu'en France, il y a plus de 25 000 fast-foods. Le site internet Slow Food établit une liste pour chaque pays de plats dits sentinelles, le must du slow food. Pour la France, on trouve entre autres le mouton de Barège-Gavarnie, la poule gasconne ou encore le porc noir de Bigorre. Et deux invités dans la nouvelle édition qu'on a le plaisir d'accueillir. Bonjour à tous les deux. Sébastien Demorand, journaliste, critique, masterchef. Vous venez de publier une BD, Petit traité de philosophie charcutière. Le titre est génial. Voilà. C'est chez Quéribus Rouergue. Ouais. Alexandre Drouard, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Terroir d'Avenir. C'est une entreprise qui a pour vocation de promouvoir des produits de qualité, pas ceux qu'on trouve sous cellophane au supermarché, mais en gros des légumes qui ont un goût rustique, qui ne sont pas forcément calibrés, formatés. Petite définition d'abord, le slow food, qu'est-ce que c'est? Non, c'est vrai. Alors, définition du slow food. Le slow food, avant tout, c'est une association qui a été créée en 89 par Carlo Petrini, et qui a pour but qui a différentes C'est parti d'Italie. Voilà, c'est parti d'Italie, qui a plusieurs vocations, dont la principale est de promouvoir la diversité et la biodiversité agricole et d'essayer de participer à l'éducation du goût des consommateurs. Sébastien Demorand, le slow food, c'est une réaction au fast-food. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'en même temps, c'est plus que ça. Au départ, évidemment, chez Carlo Petrini, en Italie, ça naît comme un clin d'œil. C'est un type qui est à la fois fantastique, on le voit là à l'image, qui est délicieusement subversif, et évidemment qui fait un clin d'œil au fast-food. Mais c'est une réflexion globale sur la façon dont on s'alimente aujourd'hui, et ce besoin de lenteur qu'on a pour retrouver, je dirais, un rapport... Alors Bien entendu, Ariel, ça dépend d'où ils viennent et comment ils ont été élevés, mais pourquoi pas? Non, le besoin mais c'est de lenteur, qu'est-ce que c'est? Préserver, promouvoir une forme de biodiversité agricole, faire attention à la standardisation des produits, à l'industrialisation. Il faut être riche massive. pour ça, pour être adepte de la slow food? Non. Bah, cela dit, moi, Carlo Petrini, je suis allé le voir dans son village en Italie il y a quelques temps. Effectivement, il m'a fait goûter des trucs très bons, mais c'est très cher. Non, forcément. Non, Ariel, non, pas du tout, non. Bon, alors, ok, je m'en vais dans ce cas. Mais bref, en tout cas, partez. Enfin, en France, on pense que bien manger, c'est manger des produits qui coûtent forcément très cher, comme du foie gras, du caviar, du saumon. Alors que, contrairement à ce que vous avez pu découvrir en Italie, la gastronomie, c'est pas forcément ces produits nobles. Ça peut être des légumes très simples, ça peut être du riz, un risotto, ça coûte pas forcément extrêmement cher. Moi, je me souviens de... Voilà, exactement. En fait, je pense que c'est pas forcément l'argent qui est discriminant, mais c'est plus la connaissance, le savoir. Avoir du temps. Qui fait que, c'est quoi? C'est une forme de nostalgie gastronomique? C'est je pense qu'au revenir contraire, à une manière ancienne de s'alimenter? Alors effectivement, ça peut paraître nostalgique, mais au contraire, ça apporte de vraies solutions pour l'avenir, puisque au moment où justement l'agriculture, c'est vraiment la source numéro 1 de pollution et de destruction de la planète sans faire peur aux gens, Slow Food apporte des solutions justement en mettant en avant une biodiversité, en promouvant. Alors la biodiversité, c'est par exemple protéger des produits, des espèces qui sont menacées. On en donne quelques exemples. C'est la vache bretonne pie-noir, c'est la brousse du Rove, c'est le porc noir de Bigorre, c'est le félardon affiné. Exceptionnel. C'est une race qui a failli disparaître, Ali. C'est une race qui a failli disparaître. Oui, parce qu'on n'en mangeait pas assez, puis parce qu'on était dans des processus industriels de fabrication du porc. On fabriquait des porcs, littéralement. C'était comme dans une usine avec des boulons. Non, mais je vous assure. Non, mais j'en parle avec véhémence et passion, parce que c'est un truc jamais fabriqué de porc. Mais elle en a certainement mangé du porc fabriqué de façon industrielle. Et effectivement, des races ont failli disparaître. Et le travail de gens comme Carlo Petrini, à travers ce qu'on appelle donc les sentinelles du goût, c'est de préserver un certain nombre d'espèces et de variétés qui participent de la biodiversité et de la vie locale. Est-ce qu'on risque pas de voir s'imposer une sorte de
dictature du bon goût. Parce qu'en Italie, justement, les adeptes de la slow food, ils disent on veut plus de kebab, on veut plus de hamburger, on veut que des produits italiens. Il y a une sorte de repli sur soi, de protectionnisme culinaire. Non. La bataille pour... Non. Ce ne sont pas les gens de slow food qui disent ça. Ce sont des écolos italiens. Ce sont certains écolos ou certains gens très à droite en Italie. Oui, Ligue du Nord, traditionnelle. Voilà, exactement. Non, mais le risque peut-être, c'est que ça soit un peu une sorte de niche. Un peu comme à un moment, les gens qui s'habillaient vintage trouvaient des vêtements pas chers, puis au bout d'un moment, tout le monde veut du vintage et ça devient cher. C'est un peu pareil pour la nourriture. La parole à la défense, Alexandre Drouard. Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour manger slow food? Effectivement, je pense qu'il faut... Non, pas du tout. Au contraire, le porc noir, c'est un produit qui coûte cher et puis on n'est pas obligé de manger de la viande tous les jours. Je pense que si on revient à des solutions plus simples comme ça, c'est justement parce qu'on s'aperçoit que toutes ces variétés anciennes ont intrinsèquement non seulement des valeurs gustatives, mais sont de mieux adaptées au terroir, plus résistantes. C'est manger des légumes de saison, par exemple. Voilà, mais c'est aussi... C'est, par exemple, revenir à des légumes qu'on avait oubliés ou qu'on ne trouve plus forcément aujourd'hui dans les supermarchés parce qu'ils ont une drôle de tête. Au-delà d'une tendance, c'est vraiment une solution pour l'avenir. Parce que justement, comme j'allais dire, toutes ces variétés anciennes sont plus résistantes aux maladies. Et ce qui évite justement l'utilisation de produits phytosanitaires. Et par comme conséquent... le rutabaga, par exemple. Oui, voilà, comme des variétés... voilà, on parle de variétés anciennes. On n'est donc pas obligé de faire comme Ariel, qui a été contraint d'aller en Italie pour le slow food. On peut trouver ça Carlo Petrini. Où, mais c'est vous, c'est cuisiner, acheter des produits de saison. Oui, bien sûr. Voilà, oui, mais je pense que c'est avant tout cuisiner, parce que lorsqu'on cuisine, on réfléchit autrement que lorsqu'on va au restaurant ou qu'on achète des produits, tout préparé. On se casse la tête et on essaie de trouver une solution et ça revient bien plus, c'est plus économique, contrairement à ce que les gens pensent, parce que acheter 1 kilo de carottes, qu'on l'achète de bonne qualité. Logiquement oui, mais le bio d'aujourd'hui, c'est pas vraiment le bio que défend le slow food, quoi. Mais après, donc il faut savoir peut-être acheter des choses qui sont pas trop chères, mais disons qu'il faut juste avoir vraiment un niveau de connaissance, un intérêt pour ça. Toutes les questions que vous voulez, Elisabeth. On peut faire un kebab ou un hamburger slow food? Alors elle a fait un porc, maintenant elle veut faire un kebab. Attends, parce que c'est ce que les jeunes aiment manger et les enfants aussi. Il ne s'agit pas de taper sur les kebabs, le McDo, c'est pas du tout. Au contraire, tous les gens de notre génération, on est tous allés au McDonald's. C'est juste de savoir qu'il y a autre chose que le McDonald's. Il y a plein d'autres solutions et mais oui, moins onéreuses. Non, mais au moment où cette polémique éclate en Italie, Carlo Petrini est le premier à dire la cuisine, ça n'est pas une frontière. Au contraire, c'est fait d'échanges, d'assimilation, etc., etc. Donc, Petrini se désolidarise complètement de ça. Et oui, bien sûr qu'il peut y avoir des kebabs extrêmement bien faits, slow d'une certaine manière. Slow, c'est quoi? C'est un rapport au monde, simplement. C'est-à-dire un kebab que vous considérez comme un produit de consommation rapide, courante et un peu junk, ça peut être absolument sublime. Et ça veut dire utiliser des produits locaux. Utiliser des produits locaux, c'est très important. Utiliser des produits locaux, utiliser des produits frais. Quelque chose qui est important, en tout cas, et qui a été paniqué, mais oui, au travail. Oui, non, c'est vrai. Vous voulez que je présente la planche, c'est ça? Oui, c'est ça, cette petite planche. C'est une planche qui a été designée par des Hollandais et qui propose de visualiser en fait de manière très simple, on la voit là, d'où viennent les produits qu'on consomme. Donc 5 miles, c'est bien, c'est juste à côté. Ça peut être les épinards de son jardin, ou en tout cas de son épicier. Et puis il y a un peu plus loin, comme le litchi qui fait 10 miles, alors en kilomètres, 10 000 miles. Donc un très très long chemin pour arriver dans l'assiette. Et ça, quand on voit ça, on ne calcule pas forcément tout. Donc il faut culpabiliser à chaque fois. Ouais, c'est ça. Tu manges un litchi, c'est tout. Voilà, ça fait réfléchir. Ma chérie, non, mais ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Alexandre Drouard. Est-ce qu'on doit dire aux épinards? Non, mais est-ce qu'on peut laisser parler les invités quand même? Alexandre Drouard. Ça n'a pas vocation à culpabiliser les gens, au contraire, quoi. Je veux dire, on parlait d'hamburgers, c'est effectivement très bon de manger des hamburgers, mais après, c'est de savoir. Est-ce que je peux venir manger chez vous? Avec plaisir. Non, mais c'est ça la vraie question. Bien sûr. Aller au marché et faire attention aux saisons. Voilà, mais finalement, ça n'a rien de rétrograde et de culpabilisant, au contraire. Non, et ça semble les gens normal. peuvent prendre du plaisir là-dedans. Ça semble complètement normal, mais aujourd'hui, ce qui est normal pour tout le monde, je pense, c'est de pouvoir manger des tomates toute l'année. Non, c'est pas attendre. Ce qui est normal, la pratique. Non, mais on a perdu cette habitude, on a perdu le rapport aux saisons, et au contraire, justement, on s'est habitué à dire, quel que soit le mois de l'année, tiens, en décembre, je veux des tomates. Non, il faut oublier ça et accepter l'idée que les tomates, ça va être juillet, août, septembre, octobre s'il fait très très beau, et basta. Et c'est tout. Et c'est tout. Sauce tomate toute l'année. Non, parce que vous allez faire des conserves, Ariel, avec les tomates que vous avez récoltées en été, justement. Oui. Par exemple, pardon. Non, mais tout le monde peut le faire, Ariel. Exemple tomate, pardon.
on trouve actuellement, en tout cas sur mon marché, 5 sortes de tomates que j'avais jamais vues quasiment. Alors, il faut ou pas cœur de bœuf, ça dépend en fait. Violette. Après, je pense que il faut ou pas? Qu'est-ce qui est slow? Mais non, c'est pas une question de slow, encore une fois, il ne s'agit pas d'être slow, raisonner en slow. Non, je pense que la clé, c'est l'information, la connaissance. Et quand vous voyez différentes tomates, je pense que le facteur numéro 1, c'est le goût. Donc le goût va définir clairement le mode de production, la variété. Et voilà, vous pouvez vous fier simplement à ça. Aujourd'hui, si les gens disent que les tomates n'ont pas de goût, c'est parce qu'effectivement, elles sont produites toute l'année, avec des variétés nouvelles qui ont été choisies uniquement pour des critères productivistes. Donc c'est pas qu'un truc de bobo. Et celle, non, je crois pas. À la base, pas du tout. Non, parce que quand vous allez sur les marchés en région, que vous avez des petits producteurs qui vous font des tomates à 1 € du kilo, qu'ils appellent les tomates de pays, machin, c'est un truc parfaitement habituel. C'est juste, je pense, notamment en milieu urbain, une habitude qu'on a perdue. Mais par rapport à ce que disait Nicolas, les industriels qui sont évidemment de petits malins, ils se sont saisis du truc et ils ont commencé, je pense à un très grand groupe breton, à faire de pseudo-variétés anciennes produites à longueur d'année, qui sont dégueulasses et hyper chères. C'est vrai que ça s'est fait beaucoup, c'est cher et c'est toujours très. Et ça se retrouve en grande surface pour le coup. Ce concombre violet, je vais le manger. Il y a une vraie confusion et je pense que les consommateurs ont les clés en main et ont le pouvoir de faire changer la donne. Mais effectivement, il y a un chiffre qui est ahurissant. Pendant plusieurs mois, on t'enverra pas de tomates. Non, un chiffre ahurissant, c'est 40% de l'alimentation et des légumes qui sont produits, de la nourriture qui est produite dans le monde chaque année est jetée. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que c'est un argument pour dire qu'on n'a pas forcément besoin des OGM sans être spécialiste. On peut très bien dire qu'avant de se lancer dans les OGM, il y a peut-être d'autres solutions parce que si les populations sont affamées, c'est pas parce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'OGM, au contraire, c'est parce que c'est mal redistribué et voilà. Et chaque Français jette en moyenne 20 kilos de nourriture par an, ce qui est quand même absolument considérable. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus nous rendre visite. Un mot pour signaler le guide du fooding 2012 qui est arrivé dans les kiosques et en librairie. Le guide 2012, le fooding, ça rejoint le slow food, c'est le besoin de se réapproprier son alimentation, Sébastien Lemoine. C'est des démarches parallèles. Je pense que dans les deux mouvements, il y a une démarche hédoniste et de plaisir, de culture et d'accompagnement de, j'allais dire, la clientèle qui est amenée à fréquenter les restaurants ou à fréquenter les marchés. En français, slow food, ça donne quoi? C'est pas génial. C'est pas génial. Oui, non. Ça prend pas des masses. Moi, je me suis renseigné. Les derniers chiffres sont très intéressants. Ça pousse très très fort aux États-Unis en ce moment, le slow food, avec un grand nombre d'adhérents. En France, on n'est pas, je dirais pas à la traîne, mais il y a certainement d'autres associations qui font le job également. Mais on a un rapport étrange à ces gens-là. J'ai pas compris. Mais en tout cas, encore. c'est un combat qui n'est pas perdue d'avance face au Non, je fast-food. crois pas, non. Non, c'est un combat d'avenir. Je pense qu'il y a des solutions à prendre. L'avenir est dans l'assiette. Ça, on en est convaincu. Pour en parler, mais je vous assure que c'est vrai. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus nous rendre visite.